Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle série d'émissions d'Options Région pour l'hiver 2019. On revient avec notre formule habituelle dans laquelle on va avoir des entrevues, de l'actualité, des comptes rendus de lecture intéressantes, tout ça orienté vers les solutions parce qu'à Options Région, ce n'est pas les problèmes qu'on cherche, c'est surtout les solutions. Ce qu'on veut, c'est d'essayer de trouver des solutions en matière d'autonomie locale et régionale, puis en matière aussi d'une société plus équitable et plus juste au Québec. Et dans le monde, si on le peut. Pour cette première émission, il n'y aura pas d'entrevue parce que je veux faire le tour des événements importants qui se sont passés en 2018. J'ai choisi 3 événements qui, à mon avis, auront des conséquences sur l'ensemble de la planète et définitivement également chez nous. Ces événements-là, il y en a 2 que je considère comme étant plutôt négatifs, très négatifs même, et un qui est plus positif. Ça va nous permettre de constater si présentement on est dans une situation qui s'améliore ou qui se détériore. Je vais vous parler de l'international parce qu'entre autres, on le sait, là, assez souvent, ce qui se passe à l'international finit par avoir des répercussions chez nous. Si Donald Trump augmente les tarifs douaniers pour les produits comme le bois, bien, c'est toutes les villes, c'est tous les villages forestiers et même l'ensemble du Québec qui en est affecté. Et on va commencer justement avec ce que j'appelle la planète Trump, mon premier événement d'importance de 2018. C'est que malgré le fait que Donald Trump soit un menteur professionnel qui raconte au moins 7-8 mensonges par jour, qu'il soit déplaisant, macho, inculte, colérique, paranoïaque et qu'il a foutu le bordel avec la plupart des pays avec lesquels il entretenait des relations, eh bien, il est encore président des États-Unis. Normalement, dans une démocratie, un gars comme ça devrait avoir été forcé de démissionner suite à des immenses manifestations, mais il semble que ce n'est pas le cas. Je sais qu'au Québec, au Canada, on a tendance à décrier M. Trump dans nos médias et dans le fond, je me suis demandé, est-ce qu'il est si pire que ça? Et ça m'a donné envie d'aller lire le dernier livre qui a été écrit sur lui, qui a été écrit par un journaliste américain très crédible, un des plus crédibles, qui s'appelle Bob Woodward. C'est quelqu'un qui a découvert le scandale du Watergate avec un autre de ses collègues. Et il a fait un livre assez intéressant qui est bondé de références de toutes sortes parce que c'est suite à des entrevues, soit avec des collègues de Trump, soit avec ses employés ou soit avec Trump lui-même. Fait que c'est très détaillé. Le titre du livre sur Donald Trump, c'est « Peur, Donald Trump à la Maison-Blanche ». C'est aux éditions du Seuil. À la sortie du livre, il y a eu beaucoup de gens qui sont précipités. Le livre a été vendu à quelques millions d'exemplaires. Et il n'y a personne, sauf Donald Trump, qui a dit que c'était bourré de mensonges. Tous les autres ont été obligés de dire que finalement, ce qui était écrit dans ce livre-là, c'était vrai, que ça racontait la réalité. Et quelle est cette réalité-là? Bien, d'abord, j'ai appris que c'est le bordel à la Maison-Blanche. La plupart des intervenants qui ont été interrogés disent que c'est une maison de fous. Donald engage plein de monde, mais pas nécessairement des gens compétents, c'est surtout des gens qui pensent comme lui. Pour lui, la compétence, ça passe après la même pensée que lui. À partir du moment où ils ne disent plus comme lui, bien à ce moment-là, soit qu'ils s'en vont d'eux-mêmes ou soit qu'il les met à la porte. Puis à la Maison-Blanche, présentement, en tout cas depuis 2 ans, c'est vraiment des portes tournantes. Ça rentre, ça sort, les employés, un après l'autre, quittent. Il n'y a aucun suivi. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le bordel. Sa fille et son gendre prennent des décisions très importantes. Normalement, ils ne devraient pas nécessairement être mêlés à ça, mais ils tassent des gens, ils prennent des décisions sans même en parler. Sa fille connaît bien son père et elle réussit à le manipuler relativement facilement. Elle réussit à le convaincre de toutes sortes d'affaires, mais ce n'est pas nécessairement correct du fait que c'est père et fille qui, dans le fond, prennent des décisions, pas toujours en fonction de l'ensemble de la société américaine. Quand il y a des spécialistes qui viennent lui expliquer comment fonctionne l'économie, parce qu'il est arrivé plusieurs fois qu'il y a eu des briefings, d'abord, il n'écoute pas, il ne lit pas, puis il dit qu'il ne les croit pas, parce que lui, dans le fond, il connaît toute l'économie, c'est quand même un spécialiste. Il a fait quand même 6 faillites personnelles dans sa vie, c'est pas rien, ça. Il a fait perdre des millions de dollars à un paquet de gens. Fait que lui, il sait comment ça marche l'économie. Puis, si on lui dit, ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça? Bien, sa réponse, c'est parce que je le sais, moi. Sinon, s'il ne dit pas ça, il va dire, c'est parce que moi, c'est ça que je pense depuis 30 ans. Ça fait que là, si je pense ça depuis 30 ans, c'est sûrement vrai. Par ailleurs, Donald se présente comme étant un grand défenseur de l'environnement, mais ça ne l'empêche pas de dire que les réchauffements climatiques, c'est une farce.
Quand il y a des rencontres importantes, puis il y en a régulièrement, bien, comme je disais tantôt, il ne veut jamais lire les documents. Il passe d'un sujet à l'autre. C'est que ça commence sur un sujet, ça saute d'un sujet à l'autre, il n'y a pas de suivi. Et pour essayer de mettre un peu on pourrait dire, de bon sens là-dedans, bien, ses conseillers lui préparent des documents, entre autres, mettons, la veille. Il y a toujours des documents pour savoir de quoi on va parler demain, puis avec un briefing, puis maximum une page parce qu'on sait qu'il ne lit pas. Quand il arrive à la rencontre le matin, il dit toujours « Bon, bien, de quoi on va parler aujourd'hui? » Il n'est pas au courant de rien. Quand il part sur un sujet, puis il y a beaucoup de dada, là, ça devient sa priorité, puis il y a juste de ça qu'il faut parler, puis là, c'est ça la plus grande priorité que les États-Unis doivent avoir, c'est ça. Moi, je veux qu'on fasse ça. Mais 2 semaines plus tard ou 1 semaine plus tard, il ne s'en rappelle même plus, puis il est passé à un autre sujet, puis la grande priorité, ça ne l'est plus, il ne savait même pas que c'était sa priorité de la semaine d'avant. C'est vraiment là, assez hot, comme on dit. Il donne des ordres de toutes les sortes. Bon, s'il apprend qu'un dictateur à quelque part a fait quelque chose, bien là, il dit à son général en chef, « Bon, bien, on va le tuer, prends toutes les armes que tu veux, il faut qu'on le tue, on va régler ça vite, pas de traînage. » Fait que là, le général, il dit, « Oui, oui, on va s'en occuper. » Mais il ne s'en occupe pas parce qu'il sait que de toute façon, dans 1 semaine ou 2, Donald s'en rappellera plus, puis c'est pas plus grave que ça. Même des gens comme Steve Bannon, là, qui est un chroniqueur à Fox News, là, une télévision de droite aux États-Unis qui supporte entièrement Donald Trump, qui l'a aidé à être élu comme président des États-Unis, a réussi à se chicaner avec Donald, puis il a quitté parce que là, ça n'avait plus de bon sens. Là, c'était vraiment, là, il n'en revenait pas de voir comment est-ce que le président pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment, là, puis pourtant, c'était son grand admirateur. Une des choses qui revient régulièrement, c'est que là, il veut annuler les ententes commerciales. Il dit que les États-Unis se sont fait avoir par les présidents d'avant, qui ne savaient pas comment négocier. Lui, il sait comment négocier, mais il trouve ça trop long. Ça fait que le plus facile, c'est de déchirer les ententes. Tu déchires les ententes, tu recommences à zéro, puis là, tu lui dis que ça va être ça. Tu mets des tarifs, etc. Ça va-tu avoir des conséquences? C'est pas grave. Le principal, c'est qu'on déchire les ententes, puis qu'on passe à un autre sujet. Entre autres, ce qu'on apprend dans le livre, c'est qu'à un certain moment donné, c'est que Donald fait préparer un document qu'il veut signer pour abolir toutes les ententes. Et là, ses conseillers disent « ça n'a pas de bon sens, ça va être un cataclysme au niveau mondial ». Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? C'est que là, il y a un de ses assistants qui prend le document, qui l'enlève, qui part avec, puis là, Donald ne se rappelle plus le lendemain à quelle place il y a le document. Ça fait qu'à ce moment-là, il s'est oublié. Il a vraiment le tour avec tous les dirigeants de la planète. Là. Il dit toujours que c'est des imbéciles qui ne savent pas comment fonctionner. Dans le fond, il y a juste lui qui sait comment fonctionne un État, c'est bien évident. Il a une grande expérience de toute façon là-dedans. Et après s'être mis à dos à peu près tous les dirigeants, quand à un moment donné, il s'aperçoit que le président de la Corée est en train de développer des armes nucléaires qui pourraient même atteindre les États-Unis, là, il dit à ses conseillers, là, vous allez contacter tous les dirigeants de la planète pour qu'on soit solidaires. Il faut qu'on soit solidaires, là, parce que là, c'est bien important. Il faut lutter contre le président de la Corée du Nord, qui est un fou, puis que c'est dangereux, etc. Et une fois qu'il a dit ça, bien, 2-3 semaines plus tard, là, après avoir parlé avec le président de la Corée, là, c'est rendu son grand ami. Son grand ennemi devient son bon ami. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Et ce n'est que quelques-unes des folies qui se passent à la Maison-Blanche. Je ne peux pas raconter tout le livre, c'est quand même 500-600 pages. Là. Et quand on pense que sa plus grande priorité, c'est de construire un mur dans un monde dans lequel il va y avoir de moins en moins de frontières, ça n'a pas d'allure. Aussi, c'est que par rapport au titre qui s'intitule « Peur », pourquoi ça s'intitule « Peur », c'est parce que Donald Trump explique sa stratégie par rapport à ses relations, soit avec les femmes, soit avec le monde économique, soit avec le monde politique. Pour lui, c'est qu'il faut faire peur. C'est que là, c'est comme ça qu'on garde le contrôle, puis c'est comme ça qu'on gagne. Et lui, ce qu'il dit, c'est que là, il ne faut jamais avoir peur, il ne faut jamais montrer qu'on a peur, il faut faire pareil comme si on était sûr de gagner, il faut imposer ses idées, il ne faut pas écouter les autres, puis si on réussit à leur faire peur, on a gagné. Ça, c'est le président des États-Unis et sa stratégie pour faire avancer des dossiers. Tu lis ça, puis tu te demandes, c'est-tu un roman d'horreur que je suis en train de lire? Puis là, tu t'aperçois que dans le fond, non, c'est la réalité, c'est ça qui se passe à la Maison-Blanche. Puis là, tu te dis, ça se peut pas qu'il n'y ait pas d'influence sur le reste de la planète. Là, tu te dis, quand celui qui est à la tête du plus grand pays du monde, ou en tout cas le plus riche, en tout cas jusqu'à maintenant, est vraiment détimé, comme on pourrait dire, c'est assez inquiétant. Puis là, la question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça va durer longtemps?
Bien, malheureusement, ça peut arriver que ça dure longtemps, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup d'Américains qui le soutiennent malgré tout, puis qui pensent que, dans le fond, Donald, malheureusement, il est attaqué par les méchants médias qui sont démocrates, puis que lui, dans le fond, c'est le seul qui a raison, mais les méchants médias aiment mieux que la société américaine aille mal qu'elle aille bien. Fait qu'ils continuent de le soutenir. Puis aussi, c'est qu'il y a des analystes qui disent que le Parti démocrate aimerait peut-être mieux de le garder pour la prochaine élection parce qu'il serait peut-être plus facile à battre qu'un nouveau candidat. Moi. 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 Moi, je travaille en français. 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 Bon, Voyons, qu'est-ce que tu fais? je vais faire le tour du monde à vélo. Mais voyons, tu fais pas de vélo. Va même pas au dépanneur à pied. Je vais rouler jusqu'à Vancouver, la Mongolie, Madagascar, la Terre de Feu, l'Alaska, l'Australie. On part pas faire le tour du monde à vélo du jour au lendemain comme on ne prend pas sa retraite sans l'avoir préparée. Ça évite bien des mauvaises surprises. Une retraite, ça se planifie. T'es où? OK. J'arrive dans 30 minutes. C'est décourageant, on n'est pas sorti de l'auberge. Puis pour ceux-là qui voudraient lire le livre, bien, je vous dirais que si vous êtes un peu dépressif, là, je ne vous conseille pas de lire ça parce que vous allez être obligé d'augmenter votre quantité de Valium, là, parce que là, vous allez dépressionner, comme on dit. Mais si vous voulez lire quelque chose d'intéressant, si vous voulez lire sur la politique américaine, qui est pas mal plus positif, je vous incite à lire l'autobiographie de Michelle Obama, qui raconte sa vie personnelle, qui raconte aussi l'ascension de son mari, qui est devenu président des États-Unis. Pas mal plus intéressant puis pas mal plus positif. Et je dirais que le livre de Michelle Obama là, nous démontre que, dans le fond, aux États-Unis, il y a le pire, mais il peut y avoir aussi le meilleur. Et il faut garder espoir. Troisième événement, les Gilets jaunes en France, que vous avez vu, là, des manifestations tous les samedis. C'est sûr qu'au point de départ, là, même si je dis que c'est positif, c'est jamais entièrement positif tout ça, parce qu'entre autres, dans des manifestations qui peuvent avoir du bon sens, il y a toujours des casseurs qui, eux, veulent briser. Ils ne revendiquent pas la démocratie, ils ne revendiquent pas une société plus juste. C'est des casseurs, puis ils aiment ça, ils sont révoltés contre la société, puis ils essayent de détruire cette société-là. Bon, c'est pas très intéressant, mais il faut savoir que ce n'est pas tout le monde, même si c'est une minorité. La plupart des gens qui manifestent, bien, ils manifestent pour obtenir quelque chose d'intéressant. Comment ça a commencé? Bien, d'abord, peut-être qu'il y en a qui se demandent comment ça se fait qu'ils ont tous des gilets jaunes, là, puis d'où ça vient cette idée-là de gilets jaunes? Comment ça se fait qu'ils ont pris ce symbole-là, puis que tout le monde a embarqué là-dedans? Bien, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'en France, pour des raisons de sécurité en auto, quand il y a un accident ou quand il y a des problèmes de circulation puis que les gens doivent débarquer de leur auto, ils sont obligés d'avoir un gilet jaune. Le gilet jaune doit être à l'intérieur de l'auto, dans le coffre à gants ou autrement. Ça fait partie des obligations des conducteurs en France. Bon. C'est une bonne idée, on devrait peut-être avoir ça chez nous aussi. Comment ça a commencé l'histoire des Gilets jaunes? Bien, ça a commencé sur une augmentation de prix de l'essence, que là, ça a comme été la goutte qui a fait déborder le vase, là. Et il faut savoir qu'en France, l'essence est beaucoup plus chère que chez nous. Bon, au début de 2019, l'essence ordinaire était autour de 2,35 $ le litre. Ça fait que c'est pas mal plus cher que chez nous. Puis nous autres, si on était à 2,35 $, je pense qu'il y aurait une révolution. Mais en France, c'est un prix qui est quand même, somme toute, pas si élevé par rapport aux années 2010. Dans le milieu des années 2010, l'essence a monté en France autour de 3,35 $ le litre pour l'essence ordinaire et autour de 4 $ pour le diesel. C'est cher, pas rien qu'un peu. Puis, comme je disais, c'est que le prétexte pour démarrer les manifestations, ça a été une augmentation là, de la taxe sur l'essence. Mais dans le fond, c'est quelque chose qui était commencé avant ça. Parce que dans le fond, c'est que il faut se rappeler qu'aux dernières élections en France, comme ailleurs un peu dans le monde, là, c'est que les partis traditionnels ont été complètement discartés et il s'est produit un nouveau phénomène. Là, entre autres, il y a un ancien ministre français, Emmanuel Macron, qui était ministre sous le gouvernement socialiste, qui a décidé de démissionner pas longtemps avant les élections et de créer très rapidement un nouveau mouvement politique qui s'est transformé en parti. Lui, il appelle ça la Révolution en marche. Et il a fait des beaux discours en disant que je ne suis ni de gauche ni de droite, je vais trouver des solutions, etc., etc. Et finalement, ça a plu à beaucoup de monde. Il a été élu, mais malheureusement,
s'est aperçu quelques mois plus tard que, dans le fond, c'était un professionnel de la politique, mais qui n'avait pas de solution miraculeuse, pas plus lui qu'un autre. Et finalement, c'est que l'augmentation de la taxe sur l'essence, comme je disais tantôt, ça n'a pas été l'élément déclencheur, ça a été la goutte qui a fait déborder un vase qui était déjà pas mal plein. Ce qui est intéressant dans ces manifestations-là, c'est que souvent, ça démarre dans les grandes villes, mais là, ça s'est démarré en région, dans les petites municipalités, dans des villages. Pourquoi? Bien, entre autres, parce que souvent, en région, les gens ont des moins bonnes conditions de travail, ils ont des revenus moins élevés, ils ont moins de services de toutes sortes, beaucoup plus de difficultés. Et là, il y a des gens qui ont dit « ça suffit, là, ça suffit », parce qu'il y a des gens là-dedans qui disaient « moi, je travaille, je fais le mieux que je peux, mais je n'arrive plus ». À partir de la première revendication de la taxe sur l'essence, il s'est ajouté toute une série de revendications, une quarantaine entre autres, là, sur toutes sortes de sujets. Mais dans le fond, c'était pour avoir une société plus juste et plus démocratique. Puis un des éléments importants qui est mis de l'avant par les Gilets jaunes, c'est la possibilité de pouvoir faire ce qu'on appelle des initiatives référendaires. C'est que les citoyens voudraient pouvoir voter par le biais d'un référendum sur toutes sortes de sujets, un peu comme en Suisse. Alors que, présentement, en France, comme dans la plupart des pays, les gens votent une fois par 4 ans, puis après ça, ils sont obligés de se laisser se diriger par le bout du nez parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Fait que là, il y a des gens qui disent « Non, non, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on change ce système-là, ça ne marche plus, ça. » Bon, il y a d'autres revendications aussi par rapport à avoir un logement abordable, à prix abordable, l'augmentation du salaire minimum, l'augmentation des régimes de retraite et son indexation, le maintien des services publics dans les petites communautés comme les bureaux de poste, les écoles, les maternités, le transport par train. Puis aussi, c'est qu'on demandait d'éliminer les généreuses allocations qui sont données aux anciens présidents de la France, qui peuvent aller jusqu'à 2 millions de dollars par année. Je ne savais pas ça, c'est quand même assez énorme, là. Tu sais, c'est pas normal, à mon avis. Oui, tu as été président de la France, là, mais peut-être que c'est exagéré, surtout quand les petits ont de la misère à arriver. Dans le fond, c'est que dans ces 40 propositions-là, on voit qu'il y a tout un programme politique. Mais comment est-ce qu'on en est rendu là? Puis comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça, que les gens ont plus confiance dans le monde politique? Bien, j'ai lu un article dans une revue française, j'ai lu un article de Michel Serres, c'est une entrevue de Michel Serres, qui est un vieux philosophe français, qui dit que, dans le fond, c'est que les gilets jaunes, c'est le produit des inégalités sociales puis de la détresse paysanne. C'est que là, il y a du monde là, qui ils peuvent plus reculer, ils sont poignés à la gorge, ils font le mieux qu'ils peuvent, mais finalement, c'est que la société n'est pas très juste envers eux par rapport à ce qu'ils fournissent comme travail. Puis aussi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que je n'avais pas pensé à ça, c'est que Michel Serres nous dit que les systèmes politiques dans le monde, un peu partout dans le monde, c'est des vieux systèmes politiques qui ont été inventés il y a 100, 150 ans, des fois 200 ans, et que finalement, il y a eu à peu près rien de changé dans ces systèmes-là depuis 150 ou 200 ans. Si on prend le cas du Canada, nous autres, là, le système actuel qu'on a, il date de 1867. Ça fait pas mal longtemps, là. C'est vieux, ça, là. Puis ce que nous dit Michel Serres, c'est que la politique, c'est le seul domaine qui n'a pas changé depuis 100 ou 150 ans. Si on regarde la politique canadienne et québécoise, là, parmi les seuls éléments qui ont été modifiés, c'est que maintenant, on va avoir des élections à date fixe au Québec puis au Canada, quand c'est respecté, mais ça reste quand même mineur par rapport à l'ensemble du système politique qui est pareil comme du temps de Georges-Étienne Cartier puis de John A. Macdonald. Puis dans ce temps-là, quand on a mis en place ce système-là, la société de cette époque-là était très différente de celle d'aujourd'hui. Bon, les gens étaient pauvres, ils n'étaient pas instruits, ils n'allaient pas à l'école. Bon, là, ils étaient englués dans la religion. Bon, ils ne pouvaient pas manifester. Il fallait que le monde accepte leur sort. Ça fait que c'est une société. Les moyens de transport étaient à peu près inexistants. Et là, on a fait un système politique en fonction de cette réalité-là. Mais ce système-là existe encore à peu près pareil 150 ans plus tard, alors qu'on est dans une réalité complètement différente. Quand on regarde la question de l'éducation, aujourd'hui, la plupart des gens sont allés à l'école, sont instruits. Les moyens de communication, ça s'est développé de façon assez gigantesque, là. Fait que là, la politique est 150 ans en arrière de la réalité. Comment voulez-vous qu'on soit capable de répondre adéquatement aux besoins de la population si notre système politique est en retard de 150 ans? Ça n'a pas d'allure. C'est un peu comme si
On voulait revenir au boulier compteur, puis qu'on mettait les ordinateurs à la poubelle. Là. Le boulier, ça faisait bien, c'était moins compliqué. Là. Ça ne marche pas. On a l'obligation d'identifier des solutions pour avoir un nouveau système politique qui va être plus juste, plus démocratique, plus équitable. C'est fondamental. Si on ne fait pas ça, bien, les phénomènes comme on a vu, comme par exemple l'élection de Donald Trump aux États-Unis, l'élection de Doug Ford en Ontario, c'est des phénomènes qui vont continuer parce que notre système ne répond plus à notre réalité. Ça fait que les gens, ils cherchent quelque chose de nouveau, une alternative, puis ils sont prêts à essayer n'importe quoi. Là, c'est inquiétant parce que quand on est dans une situation qui est difficile, c'est là souvent que les dictateurs arrivent et qui réussissent à convaincre les gens en disant « La démocratie, là, c'est pas bon. La preuve, regardez, on est dans une démocratie, puis vous n'êtes pas capable d'arriver, vous manquez d'argent, vous manquez de toutes sortes de choses. Donnez-moi le pouvoir, puis moi, je vais vous arranger ça. » On a vu ça souvent dans l'histoire de l'humanité. Ça peut se produire encore, malheureusement. Ce qui manque aussi par rapport à ça, c'est que Michel Serres disait que il y a 150 ou 200 ans, il y a eu toutes sortes d'idées nouvelles qui ont été lancées, soit par des philosophes, des intellectuels, entre autres, mettons, je vous ai parlé là, dans mes émissions de l'automne d'entrepreneurs qui avaient ils voulaient faire de nouvelles sociétés, des nouvelles villes coopératives. On parlait de socialisme utopique, on parlait de communisme, de coopérative. Il y avait toutes sortes d'idées intéressantes là, qui étaient lancées, qui permettaient aux gens d'avoir de l'espoir. Mais là, aujourd'hui, c'est quoi les idées nouvelles qu'on a eues, mettons, dans les 100 dernières années? On a eu plus de mauvaises nouvelles que d'autres choses. On a eu, par exemple, le nazisme, le fascisme, pas fort là, comme idée pour recréer l'espoir. Là. Puis il y a bien eu la question du peace and love, mais c'était plus une espèce de révolution culturelle que politique et économique. C'est-à-dire que dans les dizaines d'années qui nous ont précédés, les intellectuels, les entrepreneurs qui avaient pour rôle d'amener des nouvelles propositions n'ont pas fait le job. Puis pourquoi ils n'ont pas fait le job? Bien, d'une part, parce qu'on est dans une société individualiste, là, puis les autres aussi sont individualistes. Puis aussi parce que souvent, ces gens-là, ils ne sont pas touchés par les problèmes de la société. Quand vous êtes professeur à l'université, vous avez des très bonnes conditions, bien là, ce n'est pas très inquiétant, là, même si ça va mal dans le monde, vous réussissez à avoir du plaisir pareil, comme on dit. La même chose pour des entrepreneurs ou d'autres gens qui auraient dû être des leaders. C'est que là, ces gens-là, n'étant pas touchés par la réalité économique, bien, dans le fond, ils laissent passer, puis ils en profitent avant que ça pète. Une fois qu'on a dit ça, il faut être conscient que ça ne sera pas nécessairement facile de trouver des solutions qui vont redonner espoir. Bon, plus facile à dire qu'à faire, comme on dit, mais il y a une chose sur laquelle il faut axer, c'est que là, il faut arrêter de chercher des problèmes individuels, il faut trouver des solutions collectives. C'est qu'avant ça, souvent, les philosophes réfléchissaient en fonction de la collectivité. Aujourd'hui, on dirait qu'on cherche l'affaire la plus spécifique possible. C'est que là, tout ce qui est l'ensemble de ça, c'est comme plus à la mode, ça. On essaie de fouiller dans des affaires très, on pourrait dire, très particulières, très spécifiques. Bon. Je donnerais un peu comme exemple, je ne serais pas étonné que dans quelques temps, puis peut-être c'est déjà fait à l'heure actuelle, qu'il y ait des doctorats qui se fassent sur, par exemple, le fait que est-ce qu'on devrait avoir des toilettes particulières pour les transgenres ou les gens qui ont des spécificités différentes des autres, là. Il y a des gens qui vont dire « Bon, encore un autre mononcle là, qui n'est pas capable d'être ouvert d'esprit. » Puis que, bon, moi, c'est pas que je ne suis pas ouvert d'esprit, c'est que je ne veux pas qu'on mette du temps sur des choses qu'on peut régler facilement sans investir de l'argent, etc. Puis si on prend l'exemple des toilettes, là, bien, c'est pas compliqué. C'est que là, au lieu de faire des toilettes pour monsieur, madame, puis ceux qui sont d'autres choses, etc., que ça finira plus, on va juste avoir une seule sorte de toilette. Puis en plus, on ne mettra pas comme nom dessus « toilette pour tous » ou « toilette pour toutes ». On va juste marquer « toilette » pour être sûr que ça fasse l'affaire de tout le monde. Vous savez, souvent, là, il y a des solutions faciles qui vont nous permettre de s'attaquer à des choses encore plus importantes. Parce que là, on a des défis gigantesques. La planète est en péril, la démocratie est en péril. Là, je pense qu'il faut qu'on soit capable de trouver le moyen de s'asseoir ensemble puis d'avoir des priorités communes. Puis ça ne veut pas dire d'arrêter de travailler sur des problèmes spécifiques, mais y a-t-il moyen qu'on s'assoie et qu'on ait un certain nombre de priorités communes puis qu'on les fasse avancer?
Parce que quand on regarde ce qui se passe sur la planète, là, puis entre autres les éléments que je viens de vous décrire, bon, bien, il y en a qui peuvent dire ça va mal à la shop, ou il y en a qui peuvent dire ben là, ça peut pas être pire que ça, ça va probablement arrêter là. Mais tout d'un coup, qu'au lieu d'être la fin de quelque chose, ça serait le début de quelque chose, t'sais. Peut-être que vous dire que, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux pas accepter ça, mais je suis obligé de penser que c'est possible si on ne s'attaque pas à des problèmes collectifs. Si on reste chacun dans notre bulle, si on reste convaincu que les problèmes qu'on a, nous autres, sont les seuls problèmes de l'humanité, on ne réussira pas à s'en sortir. On a besoin de projets collectifs, de solutions collectives. C'est comme ça qu'on va réussir à améliorer notre société. Et c'est dans cet esprit que je vais faire mes émissions là, à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin. Je vous avais dit qu'on allait parler juste de 3 événements, mais il y en a un petit dernier là, que je voudrais aborder, qui est quand même un événement important qui s'est passé au Québec. Puis c'est comme les 3 mousquetaires, ils étaient 4, fait que on va se permettre un petit bout, là, un 4e. Le 4e lien que je veux faire, c'est l'élection du nouveau premier ministre de la CAQ, François Legault. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'au Québec aussi, il y a une espèce de rejet des partis traditionnels et que les gens avaient besoin de quelque chose de nouveau. Fort heureusement, au Québec, on est quand même assez modéré, puis on n'a pas élu un parti trop extrémiste, comme on dit, qui est quand même, en tout cas, relativement modéré sur la plupart des sujets. Il y a une chose qui m'a plu dans l'élection de ce nouveau gouvernement-là. Les premiers discours qui ont été faits, c'était une approche dans laquelle le premier ministre se présente comme étant non pas quelqu'un qui sait tout, non pas quelqu'un qui va tout régler tout seul, mais il se présente comme étant quelqu'un qui veut écouter, quelqu'un qui veut chercher des solutions. Bien, ça, pour moi, c'est très positif parce que ça n'a pas toujours été le cas au Québec, là. Puis s'il y a une chose que les gens n'aiment pas, c'est les gens qui savent tout, qui sont méprisants ou en tout cas qui se prennent pour d'autres, entre guillemets. Bien, en tout cas, ça, c'est un point positif pour le départ du nouveau gouvernement. Souhaitons que ça continue comme ça. C'est ainsi que se termine notre première émission. La semaine prochaine, on a une entrevue avec Léolane Kemner. Léolane, c'est une chroniqueuse du Journal de Montréal qui a écrit un volume qui s'intitule « 30 deniers ». C'est sur la vie de Judas Iscariote. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses en relation avec le présent. À la semaine prochaine!